cette session donc, qui accueille Yanis Martin et Jean-Yves Klein. Merci messieurs de venir à Frugagile pour cette édition d'octobre sur donc un regard croisé sur l'agilité et la sécurité. À vous. Eh bien, merci alors pour la petite présentation. Pour faire simple, en fait, on a eu une petite discussion récemment avec Jean-Yves où on s'est dit qu'aujourd'hui, il y avait des sujets qui n'avaient pas forcément eu de, comment je pourrais dire, de mise en relation suffisante entre la notion justement d'agilité qui est souvent un peu galvaudée, biaisée, sécurité, j'en parle même pas, c'est un peu plus mon domaine d'expertise. Et donc, on s'est dit qu'un petit resurvol de ce regard croisé pouvait être quelque chose de judicieux. Donc, voilà, petite guise de préambule. Bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'être aussi moderne que l'affiche présente, étant donné que c'est un petit peu l'idée que nous allons ressortir certains vieux dossiers, notamment le manifeste agile, qui n'est peut-être pas aussi ancien que l'affiche présente, mais qui, en fait, voilà, pourra peut-être amener à des réponses sur des questions que vous posez pas forcément. Donc, nous allons partir sur la préambule, où chacun va se présenter à tour de rôle, parce que voilà, c'est un petit peu le rituel sur ce genre de choses, et voilà, tout simplement. Je vais commencer par moi, forcément. Moi, je suis Jean-Yves Klein, je suis coach agile senior, je mets en place des équipes agiles depuis 2008, j'accompagne des petits groupes, des grands groupes. Je fais aussi pas mal de serious game, je suis certifié discipline agile, safe, PMP, Scrum Master, machin, plein de choses amusantes. Et j'anime aussi un petit truc très sympathique qui s'appelle The Neo, où une fois par mois, on vous fait une conférence et où une fois par mois, on vous fait des ateliers sur les serious games. Pour l'instant, c'est que en ligne parce que, enfin, depuis plus d'un an, même, c'est que en ligne parce que Covid oblige. On a du mal à trouver des salles qui nous accueillent. Donc, on fait ce qu'on peut. Ma présentation en 2 minutes, oui, je fais du Scrum, du Kanban, du Lean, pas mal de DevOps. J'ai été responsable informatique et on tournait à 10 000 tests par nuit sur une petite appli, on s'est bien amusé. J'ai mis en place de l'agilité dans de la mécanique, dans de l'électronique, dans du juridique, dans du marketing, dans plein d'autres choses. Je fais partie de plusieurs associations, dont Open Serious Game, dont le CARA, le PMI, plein de choses amusantes. Et puis derrière, ce qui m'a amené à faire plein de choses avec Yanis, c'est parce que j'ai aussi cette fibre sur le DevOps et la sécurité, d'où le DevSecOps. Et plein de gens m'ont fait confiance et j'ai travaillé chez tous ces gens-là. On a mis en place de l'agilité chez pas mal d'eux et c'était très sympathique. Et donc, pour ma part, alors moi, personne ne m'a fait confiance jusqu'à aujourd'hui, vu que je n'ai pas de page de ce type. Mais bon, en tout cas, j'essaye de le faire. Sorti de la blague, en fait, je suis à peu près depuis 4-5 ans manager de transition sur plusieurs sujets, principalement des sujets justement de transformation. Principalement d'ailleurs et de plus en plus on va dire organisationnel parce que je m'aperçois et c'est un peu peut-être le sujet qui sera le fil rouge de cette discussion, des problèmes qui sont surtout sur l'organisation, la communication, etc. Donc j'ai eu une solide expérience dans le domaine du SI, c'est là où je me suis aperçu qu'en fait essayer des fois de régler des problèmes à une hauteur hiérarchique qui n'allait pas, en fait était souvent en fait un travail de titan et en fait je n'ai pas une volonté à me transformer un jour en Sisyphe ou en Don Quichotte. Donc j'ai choisi un petit peu de réorienter ma QT. De ce côté-là, en fait, 2 opportunités. Une première, en fait, a été justement de monter mon entreprise, en l'occurrence depuis cette année, et en parallèle, depuis quelques temps maintenant, justement grâce à Jean-Yves, vu qu'il m'a un petit peu apporté cette envie de fibre formatrice. On va dire que ça fait depuis 2 ans que je suis devenu formateur, et depuis 1 an, un peu moins maintenant, professeur justement à l'université sur ces thématiques que sont le management du SI, la cybersécurité, et tout ce qui va être optimisation, gestion des performances et processus de l'entreprise. Voilà, quelques certifs, je trouve ça plus visuel que des petits textes, mais rien de bien méchant derrière. Donc en introduction, on s'est dit avec Jean-Yves qu'il était intéressant peut-être de partir sur une question, alors c'est un article que j'avais trouvé, qui se posait la question de l'utilité d'avoir défini un manifeste agile. Donc c'était une question que j'avais trouvée assez intéressante, faite par une dame qui s'appelle Claire Drummond, qui bosse en fait sur le site Atlassian, à savoir en fait aujourd'hui qu'on a eu des choses qui ont été produites, mises en place, et en fait aujourd'hui, la question c'est de se dire, mais finalement, a-t-on besoin en fait de ces grandes notions, grandes règles ou valeurs, telles qu'elles sont nommées initialement. Et aujourd'hui, on ne va pas se demander si ça a été galvaudé, s'il n'y a pas eu des orientations qui ont amené autre chose. Après, en fait,
La notion n'est pas d'être dogmatique. En fait, on peut très bien considérer que toute démarche supplémentaire, que son safe, etc., sont toujours dans en fait une sorte de continuité de l'agilité, mais on voulait vraiment revenir sur cette notion d'agile. Frug agile, restons sur la notion d'agile. Donc, du coup, cet article, qui est en lien d'ailleurs sur la droite, je vous invite à le lire, en fait, qui est assez intéressant parce qu'il interviewe les personnes qui ont justement créé un petit peu tout ça, en fait, en 2001. Alors, 2008, Jean-Yves avait commencé à faire justement ses premières transformations agiles. Moi, 2008, je n'étais pas né. Donc, fatalement, je ne pouvais pas encore travailler là-dessus. Mais voilà, j'y travaille aujourd'hui. Pour la suite, en fait, on s'est dit qu'on allait faire juste un bref rappel de différentes choses. Donc, je peux te laisser prendre le relais, Jean-Yves. Donc, en fait, même si on est sur Frugagile et que tout le monde connaît l'agilité, moi, j'ai une petite définition sur l'agilité, ça sert à quoi? Si on compare le waterfall, le cycle en V sur cette jolie droite violette, on sait d'où on part, on sait où on doit aller. Ça, c'est le cycle en V, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune discussion. Et c'est là-dessus qu'on va construire notre planning, notre suivi des risques et notre gestion de projet, notre gouvernance. Alors qu'en agile, on va faire des sprints. Et ces petits sprints vont nous amener parfois à pivoter pour aller de droite à gauche, pour aller à un autre endroit parce qu'on veut aller là où veut aller le client. Ce qui nous amène, par exemple, sur le sprint 7, on s'est peut-être un peu trompé, il n'y a pas de problème. Mais derrière, comme vous l'avez vu, on arrive exactement sur ce que veut le client. Donc, encore une fois, je ne vais pas dire que le cycle en V, ce n'est pas bien. Le cycle en V, il a fait son job. Et il n'y a aucun problème de ce côté-là. La différence qu'il y a entre le cycle en V et l'agilité, c'est que si le client a la moindre chance de changer d'avis pendant le cours du projet, faites de l'agile. Si vous êtes certain que le client ne changera pas d'avis sur le cycle du projet, faites du cycle en V. Et c'est vraiment la différence et le point fondamental sur l'agilité qui va découler sur plein de choses dans le manifeste, c'est de se dire, on va écouter le client, on va être proche du client et surtout, on va pouvoir pivoter pour aller au bon endroit sur ce que veut le client. Et c'est vraiment un point de vue fondamental pour moi sur l'agilité. Si vous avez un truc à retenir sur l'agilité, c'est cette définition sur ce beau schéma qui bouge. Alors, juste en complément, parce que c'est un très bon exemple, là, je sors d'une réunion ce matin, en fait, où j'ai malheureusement pas pu participer à une conférence, que j'espère pouvoir voir en replay. On vient de prendre 3 mois dans les délais pour un changement de périmètre de dernière minute d'un client il y a une semaine, qui a dit « Ah, au fait, j'ai oublié de dire, justement, parlons de sécurité, il faut qu'on sécurise des flux, parce que finalement, ça marche pas. Et finalement, la latence que vous nous proposez, elle est pas bonne, parce qu'on vient de faire une contre-étude. 5 à 10 secondes, c'est trop, on doit tourner aux alentours de 200 millisecondes. Donc, en fait, il faut que vous revoyiez l'ensemble de votre architecture. » Avant une mise en prod qui devait avoir lieu cette semaine. Donc, fatalement, il y a un léger décalage dans le projet. Et c'est là, en fait, où c'est vachement intéressant. L'organisation dans laquelle je travaille actuellement est vraiment basée sur une dynamique, en fait, de cycle en V, sur lesquels il y a eu un démarrage, il y a de ça, en fait, maintenant, on va dire à peu près 6 mois, pour une mise en première production qui avait été légèrement décalée de 1er septembre à début octobre. Donc, fatalement, vous vous en doutez, pour des raisons de vacances et de délais un petit peu écartés. Mais là, finalement, on risque de prendre 1 à 2 mois, peut-être plus, parce que justement, il y a eu cette espèce de changement un petit peu inopiné. Malheureusement, en fait, c'est pas parce qu'on fait des comités tout le temps sur des périodes justement de cycle en V qu'on peut faire ces ajustements. Et c'est là où il y a justement un vif intérêt de pouvoir bosser sur des sortes de sprints itératifs réguliers pour éviter ce genre de petits débordements. Ouais. Voilà pour ça. Du coup, en fait, revenons sur des basiques. Oui, vas-y. Je compléterai. Donc, si vous êtes certain que votre client ne changera pas d'avis et si vous êtes certain que votre techno ne bougera pas, faites du cycle en V. Sinon. Mais ça, on ne peut jamais vraiment être certain, malheureusement, surtout aujourd'hui. Donc, du coup, en gros, diapositive suivante, c'est un petit rappel sur les 4 valeurs agiles, en fait, qu'on resurvolera. En fait, le but, ce n'est pas forcément de s'y attarder de trop, mais ça reste intéressant, justement, de voir surtout fatalement les points gras pour ceux qui n'ont malheureusement peut-être pas eu la chance de lire ça, de parler d'individus et interactions plutôt que des processus et des outils. Malheureusement, aujourd'hui, ça, j'arrive avec des exemples, moi aussi, en fait, où j'ai pu travailler dans des entreprises où quelqu'un dit « Bon, c'est cool, en fait, on est DevOps, on a mis en place une usine logicielle. » Très bien, sauf que personne ne sait forcément si une usine logicielle existe, personne ne sait forcément les processus, personne ne sait ce qui fonctionne derrière. Et en fait, pour autant, avait été budgétée la notion de formation de coaching justement dans l'entreprise. Et on s'aperçoit au bout de 2 ans que le budget formation de 150 jours, par exemple, n'a absolument pas été mis en place. Donc, si on ne met pas en avant la formation des gens avant de mettre en place les processus et les outils, ça peut poser de nombreux problèmes. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, fatalement, en fait, quand on commence à devoir se
palucher un bouquin, en fait, typiquement une PSSI qui va faire 150 pages. En gros, c'est pas du tout le but pour parler de ce genre de sujet. Identiquement pour une solution de type logiciel, on a envie d'un logiciel qui marche. Un client n'a pas forcément envie d'avoir une documentation hyper lourde. C'est le but, justement, je pense, d'une des réponses de l'agilité, que d'avoir justement des choses qui fonctionnent de façon dite simple, sans forcément de complexité d'analyse derrière. Partie collaboration avec les clients plus que négociation contractuelle, ce sera aussi un des sujets évoqués par la suite. Aujourd'hui, on se retrouve trop souvent en fait, avec une négociation poussive et en revenant sur cette histoire en fait, de cycle en V avec des clients qui nous disent très rapidement ah bah tiens, pourtant on a négocié ce SLA, etc., etc. Mais au fond, est-ce qu'on voulait vraiment cet outil? Je reviens sur la notion tout à l'heure de la personne qui voulait une latence qui ne correspond pas à la latence émise par rapport à l'utilisation applicative. A été choisi au préalable d'une négociation contractuelle. Que voulez-vous mettre en place? Nous souhaitons mettre en place des ponts avec ce type de sécurisation parce que derrière, nous avons des solutions comme RabbitMQ, etc., qui travaillent. Très bien, monsieur l'agent, ça vous coûtera tant. Pas de problème. 6 mois plus tard, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait. Est-ce que malheureusement c'est ma faute? Non, je suis réveillé un mois sur le projet. Je participe justement au fait de réguler ça parce que je ne suis pas réveillé très longtemps. Pour autant, en fait, on s'aperçoit que ça a été vraiment cette négociation contractuelle qui a complètement annihilé toute capacité de dialogue justement et de collaboration lors de co-construction sur la solution. Enfin, sur l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan, bah, c'est exactement le petit slide qu'a montré Jean-Yves avant, à savoir cette capacité alors, de flexibilité, pas au sens, toujours pareil, on ne sait pas où on va et on découvre en marchant, il faut quand même un plan d'arrivée, ce qui peut être des fois aussi un des biais dans beaucoup d'organisations liées à l'agilité. Pour autant, quand on commence à avoir justement une vue même vague de l'endroit où on veut aller, s'adapter peut-être à des contraintes qui peuvent arriver, contraintes qui peuvent être réglementaires, pour repartir sur le sujet de la sécurité, peuvent être totalement importantes. Un exemple tout simple, aujourd'hui, beaucoup de personnes en fait continuent à référer à la CNIL, la donnée personnelle est arrivée, ça a changé beaucoup de, je dirais, évolution en matière de sécurité et cybersécurité pour de nombreux clients parce que de nouvelles contraintes sont arrivées. On s'était dit qu'on allait aussi vous parler des 12 principes. Exactement. Tu veux le parler ou c'est trop compliqué à lire? Non, mais justement, on est en train de se dire que là, on a peut-être mal Voilà. choisi notre diapo, hein, finalement. Hein. Ouais, non, Donc, mais c'est très bien. Enfin, justement, c'était un peu l'idée de se dire qu'en fait, finalement, il suffit de voir du texte pour que les gens n'aient plus envie de lire. Donc, en fait, les gens préfèrent les gros boutons. Donc, ce qu'on a proposé pour les personnes qui préfèrent les boutons, c'est de faire des gros boutons. Donc là, du coup, je peux te laisser prendre le relais si tu veux, Joël, sur cette partie-là. donc sur ces 12 principes, on va revenir sur quelque chose où justement, on va constamment travailler à mesurer comment est-ce qu'on satisfait le client. C'est un point qu'on retrouve très, très souvent dans les équipes de dev, où on a des équipes de dev qui vont faire quelque chose pour se faire plaisir. Mais est-ce que c'est exactement ce que veut le client? Bah, pas certain. Donc, s'approcher et surveiller vraiment qu'on doit satisfaire le client et le mesurer fréquemment à chaque fin de sprint, c'est pas innocent. Accueillir le changement, oui, dans le projet, comme vient de le dire Yanis, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui émergent. Si on considère qu'il faut continuer sur ce qu'on avait défini de faire et qu'on ne changera pas un iota à notre gestion de projet, eh ben on se retrouve au mauvais endroit et sur quelque chose que ne voulait plus le client. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place des mécanismes, une gouvernance qui va accueillir le changement, qui va nous permettre de réagir, qui va permettre à l'équipe de dev de prendre en compte toutes ces modifications, c'est super important. Livrer fréquemment, plus on va livrer fréquemment, plus on va être en capacité de mettre quelque chose dans la main du client et qui va pouvoir nous dire bah, finalement, j'aime bien, mais il me faudrait ci, il me faudrait ça en plus qu'on n'avait pas prévu. Et plus on va livrer fréquemment, plus on aura ce feedback. Et cette boucle de feedback, plutôt ces boucles de feedback, puisque l'agilité est construite sur énormément de boucles de feedback, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un produit qui sera le mieux possible. Travailler ensemble, bon, c'est pas simple, mais plus on va utiliser du jus de cerveau, mieux ça sera. Et donc, l'objectif, ça va être d'utiliser le jus de cerveau de tout le monde dans l'équipe, même Yanis. Ensuite, quand on va travailler sur Trust and Support, c'est se faire confiance, partir du principe que les gens ont pris des décisions sur des bonnes options et on n'a pas besoin constamment de les contrôler. L'objectif, c'est de leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent prendre ces bonnes options et leur donner un niveau de délégation qui va leur permettre d'utiliser leur cerveau pour améliorer le produit. Se parler face à face, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, on aura 2-3 exemples. Working Software, oui, le manifeste agile a été créé par des informaticiens
Et dès qu'on veut mettre en place de l'agilité ailleurs que dans l'informatique, eh bien, on va parler d'un truc qui marche. Alors, un truc qui marche, ça peut être dans le marketing, dans la mécanique, dans l'électronique, dans plein de choses, mais se donner comme objectif d'avoir un truc qui marche, qu'on va pouvoir mettre dans les mains d'un client ou d'un utilisateur, ce qu'on va appeler le minimum viable product, c'est ce qui va nous permettre d'enrichir notre boucle de feedback et de savoir exactement ce qu'il voudrait. La vitesse raisonnable, on va en reparler. L'attention continue à la qualité, c'est parce que c'est l'équipe qui est responsable de ces qualités. Et puis, garder les choses simples, très simples. On va en reparler aussi tout de suite avec Yanis. L'auto-organisation et Reflection Adjust, ça va faire partie de nos futurs développements. Si ça veut bien. Oh. Et donc, on attaque nos regards croisés. Mmh. Donc, le regard croisé sera vraiment une sorte on a hésité en fait sur le format, et puis finalement, on s'est dit que celui-là, c'était pas mal de repartir sur la manière de voir justement comment l'agilité peut répondre à certains besoins aujourd'hui, justement, axés en matière de sécurité. Revenons sur un détail. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de security by design. Le principe du design, c'est vraiment d'être dès le démarrage en lien avec justement, fatalement, l'élaboration, l'initialisation d'abord, puis l'élaboration du projet. Là où justement les développeurs vont commencer à envisager certaines choses. Pour aller plus loin dans les questions, et si jamais vous voulez rentrer en détail, on peut tout à fait créer une communication derrière. Il y a en fait aujourd'hui plein de solutions qui existent d'un point de vue organisationnel pour mettre ça en place. De manière très simpliste, en restant dans cette phase de manifeste, c'est de se dire que donner les moyens à un moment donné à une personne justement d'être dans une organisation agile, avec justement toute la flexibilité induite de ce qu'on mentionnait tout à l'heure, peut justement aller de pair, comme disait à l'instant Jean-Yves, sur tout un tas d'exemples professionnels qui ne sont pas liés stricto sensu à l'informatique. Et la sécurité, combien même aujourd'hui on parle de cybersécurité, devient en fait un métier, tout comme en fait aujourd'hui les NDAF, un DRH, et c'est pour ça que très souvent d'ailleurs les DSI ou CIO en anglais sont différents du rôle de RSSI, à savoir CISO. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont encore tendance à maintenir ces deux rôles auprès d'une seule et même personne, qui peut amener une problématique de juge et partie, là où les Anglais mettraient en place ce qu'on appellerait une segregation of duty, à savoir vraiment une séparation des rôles et des responsabilités. Donc, pour le slide suivant, on a commencé à regarder justement au niveau des valeurs. Aujourd'hui, en fait, des individus interaction plutôt que processus et outils. Donc, si tu veux, on peut commencer là-dessus, Jean-Yves, en se disant, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va mettre un tableau blanc avec des post-it roses qu'on est agile, c'est pas parce qu'on va commencer à dire à des gens, on a mis une usine logicielle, et je reviens sur ça, qu'on peut considérer qu'on est DevOps. Il y a en fait une partie, justement, accompagnement. Les individus, au fond, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce qu'eux ne peuvent pas, justement, par leur expertise, apporter des éléments de réponse, ou du moins, sortis de ça, rajouter l'humain justement dans une prise de conscience. Aujourd'hui, juste pour donner un chiffre assez rapide, 80% des attaques sont liées au phishing. En l'occurrence, ça a l'air très bête de le mentionner, c'est avant tout une erreur humaine en l'occurrence. Est-ce qu'elle vient d'un manque de sensibilisation, d'un manque de formation? À la limite, peu importe le sujet. Si la seule réponse de l'entreprise est de se dire à un moment donné, attention, il faut qu'on soit plus sécurisé, parce qu'on aura mis en place des solutions techniques, des processus, des outils, ben non, ça ne marche pas. Il faut justement retourner à l'individu qui est justement, lui, responsable justement d'une partie des actions qu'il faudra faire. Donc aujourd'hui, justement, même dans un contexte de sécurité, quand on va commencer à réfléchir à des démarches de sensibilisation, on ne va pas se tourner vers les outils et les processus qu'on mettra en place, mais avant tout vers l'humain qui sera justement vecteur ou de chance, si certaines vulnérabilités ou menaces peuvent être évitées. Dans le cas contraire, en fait, on sera obligé en fait de subir cela, et ce sera donc la faute d'un individu. Mais pas réellement au fond de l'individu, ce sera simplement un individu qui aura été pris dans le manque justement de sa prise en considération. C'est aussi un autre truc qu'on revoit énormément aujourd'hui sur l'agilité. On se retrouve actuellement dans l'agilité dans certaines grosses entreprises avec des frameworks très très lourds. On peut parler de Safe, on peut parler de plein d'autres. Et ces frameworks viennent se superposer à l'agilité et on va faire du Safe sans faire de l'agile. Et derrière, c'est comme se dire, ben voilà, c'est parce que je t'ai filé un nouveau process que tu vas être agile. Non, non, non. On revient sur du cargo culte, on revient sur des post-it of net. C'est pas parce que on ripolline en bleu ou en rouge que les gens vont changer. Il va falloir les accompagner dans ce changement. Et c'est pas en leur donnant une demi-journée ou même 5 jours de formation sur c'est ça l'agilité, mon gars, que ça va changer leur quotidien. Donc, il va falloir vraiment travailler sur les changements profonds. Et ça veut dire, comme l'a un petit peu dit Yanis, ça veut dire que le management, tout le comité de direction doit être impliqué là-dedans. Si eux se disent, ben voilà, l'agilité, ça sera juste pour les devs, ça ne marchera pas. C'est une démarche d'entreprise de passer à l'agilité.
Allez, on attaque la suivante. Un truc qui marche, plus qu'une jolie doc. Alors, un truc qui marche. Combien de fois est-ce que dans certaines entreprises, on s'est dit que le truc le plus important à livrer, c'était justement la documentation, c'était les livrables? Non, non. Le truc le plus important à livrer, bah, c'est le produit. Et combien de fois on a oublié que, bah oui, le produit, il fallait aussi qu'il fasse ça, il fallait qu'il fasse ci, qu'il fasse mi. C'est le produit qui est le plus important. Et il y a tellement de façons de passer à côté de quelque chose qui était super important pour le client. On vous a mis deux exemples, mais on en a des douzaines. Entre ce qu'on avait pensé faire et ce qui a été vraiment fait, il y a juste un gros truc qui n'a pas été fait. Tout à Et fait. c'est valable pour… Pour tout, justement. Et en fait, typiquement, en fait, sur les solutions dites techniques, alors là, j'ai pris l'exemple d'une PSSI, bon, c'est pas forcément l'exemple du logiciel, mais on peut très bien, à un moment donné, décider, ou comme j'ai pu le voir dans certains exemples, d'avoir des PSSI qui sont hyper lourdes, qui vont faire 200, 300 pages, alors qu'en fait, c'est censé être quelque chose qui est une politique. Donc, en fait, une direction très simple, justement, qui oriente vers quelque chose et qui aura une déclinaison opérationnelle, technique. Typiquement, ce logiciel opérationnel répondra à un besoin, comme vient de dire Jean-Yves. C'est pas parce qu'on va dire à un moment donné, appliquons une norme, que cette norme va nous sécuriser. C'est pas parce qu'on va lire la norme, qu'on va la diffuser dans l'entreprise, qu'elle va fonctionner. Donc, des fois, il peut y avoir des réponses très simples à avoir un outil technique qui répond à un besoin, ce qui ne veut pas dire derrière ne pas avoir une gouvernance qui structure l'orientation vers laquelle on peut aller voir, mais ce n'est pas la documentation qui va structurer en fait le niveau de sécurité. C'est pas en fait l'expression très large en fait du besoin qu'on pourra faire ou toute la déclinaison opérationnelle qu'on fera qui le fera. Il faut des fois revenir à un b.a.-ba en quelque sorte, qui est le fait de se dire oui, la gouvernance existe, la structure organisationnelle a été mise en place. En revanche, pour des réponses simples, on a mis en place une solution VPN qui marche. On a répondu à un besoin, surtout vis-à-vis du Covid actuellement, de télétravail, de sécurisation de ce télétravail. Si on commence à rentrer dans des choses qui deviennent très lourdes et illisibles et pas forcément faisables, des cas de figure arrivent souvent, où les personnes en fait décident, pour éviter de passer par la connexion VPN qui est lourde parce qu'il faut se lire une notice en fait de 50 pages, ben, de travailler en local sur leur machine chez eux. Voilà, ça c'est un très bon exemple justement de choses non opérationnelles. Si on a un logiciel facile d'utilisation qui permet de se ponter avec un petit doc, comment dire, je sais pas, on va dire même une sorte de dongle ou autre chose qui nous permettra d'avoir un code ou autre chose, peu importe, mais que ce soit simple d'utilisation et donc qu'il fonctionne, il y aura justement beaucoup moins de soucis. Et je répète, en fait, souvent, on peut avoir cette problématique qui revient un petit peu à la précédente, de vouloir en fait mettre une artillerie lourde en oubliant que l'humain, en fait, c'est une personne qui peut avoir des contraintes, des difficultés à gérer certaines choses, et plus on lui donnera à disposition des outils qui sont simples d'accès, plus il aura envie justement de suivre ses préconisations. À des choses trop complexes, on aura tendance à se mettre potentiellement les gens à dos. Et je reviens un petit peu là-dessus sur… il y a une phrase que j'utilise très souvent qui est de Eliyahu Goldratt. Dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment je me comporte. Si tu me mesures d'une façon idiote, ne t'étonne pas que je me comporte d'une façon idiote. Et si la seule façon que vous avez de mesurer si vous avez mis en place la sécurité, c'est d'avoir une Bible, un PSSI qui fait 500 pages, si c'est ça votre critère de mesure, bah ouais, vous allez rajouter des pages tous les ans et ça ne sera pas plus efficace pour autant. Tout à fait. Revenons à des choses, comme on disait, simples, et ça, on en parlera plus tard. Collaborer avec le client plutôt que de négocier contractuellement. Donc, ça veut dire qu'on doit être à l'écoute de notre client, on doit avoir des modes de conversation, des modes de proximité. Ça ne veut pas dire se faire bouffer ou bouffer le client, mais c'est d'avoir cette collaboration pour être à l'écoute du client, parce qu'il n'y a que le client qui sait ce qu'il veut, et entre ce qui a été écrit dans le contrat et ce qu'il vous a formulé, ce qu'il ne vous a pas dit, ce qu'il n'a pas voulu vous dire, ainsi de suite, plus vous serez proche de votre client, plus vous aurez un produit qui lui servira, qui aura de la valeur pour lui. Tout à fait. Et allant dans ce sens, aujourd'hui, en fait, il m'a été très intéressant de resurvoler les grosses évolutions qu'il y a, par exemple, dans les référentiels que sont Utile V4 et Covid 2019, à savoir que juste avant, on était vraiment dans cette notion contractuelle. Donc ça, c'était encore à la mode, peut-être il y a une dizaine, quinzaine d'années en arrière, où j'étais d'ailleurs pas né, en revenant sur la remarque de tout à l'heure. Pour autant, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui apparaît justement de plus en plus la notion de collaboration, de co-construction. Donc en fait, si on continue en fait dans cette démarche à être constamment absorbé par la notion justement contractuelle, la notion du marché qui avance, etc., et de ne pas prendre le temps de recul, de pouvoir justement satisfaire à ses besoins,
m'a été récemment dit par une entreprise, on ne travaillera pas avec ce grand groupe parce qu'il n'est pas dans une option de proximité. Nous, on a besoin que quelqu'un vienne avec nous, vienne nous aider, on a besoin de soutien quelque part. On n'a pas besoin d'avoir une énorme société qui soit un rouleau compresseur et qui nous écrase. On veut vraiment être pris par la main parce que on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Et justement, ces questions étaient relatives à une évolution vers du DevOps, voire du DevSecOps. Là où ça devient très intéressant, c'est que dans l'ébauche en fait, de travail qu'on a initialement, et je reviens sur ce que disait juste Jean-Yves tout à l'heure, sans parler des règles de 5P, etc., pour savoir où il voulait aller, c'était simplement le fait d'avoir envie d'avoir justement des indicateurs simples à suivre, parce que nom du métier, pas forcément d'expertise sur place, et tout l'intérêt justement de ceci était de se dire, OK, ce qu'on va faire, on va co-construire ce dont vous avez besoin, voir ce dont vous avez besoin à terme de superviser, et là, justement, on pourra commencer à construire ce que vous voulez mettre en place derrière comme outillage. Mais l'outillage n'est rien ni plus ni moins qu'une réponse opérationnelle à un besoin métier que vous avez derrière. Et si on a tendance à oublier ça, typiquement, et qu'on n'est pas dans cette collaboration ou co-construction, eh ben, on peut passer à côté des choses et repartir sur ce fameux cycle en V ou tunnel qui n'amènera pas de bonnes réponses. Yes. S'adapter au changement plutôt que de suivre un plan. On revient encore sur ces histoires de flèches. Oui, la façon dont on vit, et on l'a bien vécu, on l'a bien pris en pleine face quand le Covid est arrivé, il a fallu complètement réagir. Toutes les entreprises ont réagi, certaines mieux que d'autres. Certains ont dû se séparer de la collaboration de certains de leurs utilisateurs ou de leurs personnes parce qu'ils n'étaient pas en mesure de leur proposer suffisamment d'outils pour qu'ils puissent être productifs immédiatement. Cette adaptation au changement, c'est aujourd'hui, on parle de résilience, on parle de plein de choses, mais ça veut dire qu'il faut être capable de l'anticiper, il faut avoir été capable de donner de l'autonomie aux différentes équipes pour que derrière, cette prise de décision soit faite au local et pas au central. Et c'est super important de pouvoir s'éviter un certain nombre de complexités en donnant de l'autonomie, en responsabilisant les gens. Tout à fait. Typiquement, en fait, dans les habitudes, les us et coutumes, en fait, j'ai une très bonne question qui a été posée récemment par une personne, dont je me tairai le nom, parce que ça peut être un peu bizarre, mais qui m'a dit, oui, bon, on entend parler d'attaque, etc., mais nous, on a mis tout ce qu'il fallait, en fait, en frontal, on a mis ce qu'il fallait au niveau de la protection périmétrique, quelque part, avec des bastions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin, en 2021, d'installer des antivirus? Bon, comment vous dire? Oui, en fait, malheureusement, on en a besoin. Alors, ce n'est rien ni plus qu'un maillon de la chaîne. Mais voilà, c'est comme ça, en fait, là où il y a une problématique au niveau de la cybersécurité, c'est qu'en fait, on va avoir tendance à devoir tout sécuriser, alors que, malheureusement pour nous, les bons pirates vont avoir tendance à devoir cibler là où il y a un maillon qui est faible, en l'occurrence. Donc, toute la difficulté, justement, par rapport à ce qui s'est passé, en fait, si vous regardez un petit peu l'actualité sur les dernières grosses attaques qu'on a pu avoir, il y a eu une profusion d'attaques qui ont été faites pendant la période de Covid, justement liées au télétravail, parce que des connexions, notamment distantes, n'étaient pas sécurisées. Les attaques des DOS, et c'est ce que je vous ai montré, en fait, ont vraiment augmenté fortement pendant cette période, 15 à 20% par rapport à 2019, sur toute l'année 2020. On aura bientôt les résultats de 2021, et de ce que j'ai pu comprendre ou saisir, ça continue en fait d'augmenter. Donc aujourd'hui, des entreprises qui n'auraient pas mis en place d'antivirus, qui n'auraient pas pris en charge un développement, par exemple, de code avec des librairies à jour, même si ça a l'air bête de mentionner ça, on parlait de security by design tout à l'heure, l'évolution, elle est constante aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas expert, combien il y a de releases qui sont sortis sur des choses comme GitLab, Git, enfin Nexus, Octopus, etc. Mais ce sont souvent des itérations qui sont peut-être mensuelles dans certains cas de figure, des fois peut-être même lourdes en cours d'année, qui peuvent amener en fait des applications suffisantes et puis en plus justement retirer en fait peut-être des failles qui sont latentes. Il y a des entreprises avec qui je bosse qui travaillent sur des versions antérieures à celles qui sont encore maintenues. C'est un risque à prendre, après peu importe. Mais là, en fait, justement, il faut rester dans cette forme d'adaptation du changement. Et pour moi, c'est là où après, on ira plus vite sur la suite de la présentation. Mais c'est vraiment d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, ce changement, en fait, c'est une valeur au sens noble du terme. Eh ben, il est constant. Et aujourd'hui, si on ne prend pas en fait comme critère la sécurité dans ses développements, dans son organisation d'infrastructure et plus largement l'organisation, ben, on va commencer à accumuler de la dette technique, en fait, de la dette sécuritaire, justement. Et aujourd'hui, grand nombre d'entreprises se retrouvent frottées à ce genre de difficultés ou liées à ce genre de difficultés. Et tout l'intérêt aujourd'hui est de se dire, avant de lisser les problématiques actuelles que vous avez, regardons déjà si vous ne vous en rajoutez pas encore à gérer en plus, donc vous adaptez justement à cette notion de changement et peu à peu, au fur et à mesure, réduire les nouvelles choses pour ne plus avoir que traiter le legacy ou les faire en parallèle si bien sûr on a une masse, je dirais,
humaine suffisante pour traiter ce débat, en fait une charge voilà, en ETP suffisante, c'est malheureusement rarement le cas. Donc si on veut éviter de se rajouter une dette qu'on n'arrivera pas à éponger de toute façon, adaptons-nous justement aux évolutions, adaptons-nous aux changements qui peuvent y arriver en cours pour éviter ce genre de choses. Il faut bien penser que la sécurité, c'est toujours le bouclier contre l'épée. Donc, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement, toujours Mmh, quelque chose qu'on n'a pas encore complètement prévu. Donc, il va falloir être constamment en adaptation. bien sûr. Si vous avez construit quelque chose qui est complètement figé, ça va être très, très compliqué de pouvoir briser certaines de vos règles pour changer. Justement, c'est un petit peu ce qu'on parle ici, c'est-à-dire de pouvoir accueillir favorablement toutes les demandes de changement parce que si les usages changent, si à la fois le contenu de votre logiciel ou de votre infrastructure est en train de changer, eh ben, il va y avoir forcément un impact sur votre sécurité, sur vos utilisateurs et sur la façon dont vous pourriez être attaqué. Tout à fait. Et alors, dans cette logique, alors très simplement, en fait, il y a une notion qui ressort beaucoup. Alors ça, ce sont des textes qui sont issus de l'ANSSI, en fait, ou de différentes choses qui sont citées plus bas dans le texte. L'écoute des utilisateurs est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans un système qui est trop verrouillé, la personne, en fait, n'aura tendance à plus forcément avoir envie de travailler dessus. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, en fait, bosser sur des outils qui sont complexes d'accès, sur lesquels il y a des notices pas forcément lisibles, qui amènent en fait à une difficulté d'utilisation, fait que de façon très simple, je donnerai une image très concrète, token compliqué à mettre en place sur des systèmes VPN dans une société dans laquelle j'ai travaillé précédemment, et ben les gens commençaient à bosser sur leur PC personnel. Voilà, c'est tout simple. En BIED, comme on dit, Bring Your Own Device, les gens ont dit, OK, c'est trop compliqué, on laisse tomber. Nous, en fait, on ne nous écoute pas. En fait, on n'arrive pas à travailler comme il faut. En plus, il y a des fois des logiciels qui coupent parce que le proxy bloque systématiquement les accès sur Internet. Ça marche mieux sur ma bécane, je me remets sur ma bécane et je me contacterai en SaaS, en fait, sur l'ordi pour travailler à distance. Pas de problème, sauf que quand on travaille en ordi à distance sur SaaS, peut-être que quelqu'un peut toucher des informations sensibles de l'entreprise ou les voir, même si on n'est pas assez protégé. Donc, à un moment donné, il y a une sorte en fait de logique qui peut s'effectuer en disant, bah, on part dans une solution, il faut être intelligent dans l'approche en fait de sécurisation, mais pas bloquant pour les personnes. Voilà. Et ça, souvent, est quelque chose qui peut avoir tendance à être oublié. Maintenant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles, ce qui veut dire que si on devait découper un petit peu ce projet de devoir euh, avoir un véhicule pour livrer des journaux, si je vous donne des essieux, un châssis, une carrosserie, vous n'allez rien pouvoir en faire. Bien L'objectif, sûr. c'est vraiment de vous donner un skateboard, une trottinette, un vélo, une moto, pour pouvoir tester systématiquement de est-ce que ça vous apporte de la valeur? Est-ce que je vous ai apporté plus de valeur que juste avant? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que je puisse vous apporter encore plus de valeur? Et c'est vraiment ce pivot fréquent que vous apporte l'agilité qui est super important à prendre en compte aussi dans tout ce qui va être sécurité. Tout à fait. Et dans cette logique, justement, en fait, par rapport à une cible qu'on peut nommer, en fait, répondre par exemple à une norme ISO 27001 et en fait la valider pour être certifié pour son entreprise, peut coûter jusqu'à 2,5 millions d'euros pour une entreprise, ce qui est quand même des masses d'argent qui sont complexes à mettre en place. A-t-on besoin, déjà question, d'aller vers une ISO 27001? Pas forcément. Ça dépend du business, ça dépend d'où on veut aller, et puis surtout, ça dépend aussi de la stratégie d'entreprise. Si en fait derrière, c'est simplement pour avoir le plaisir d'avoir une certification, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, de manière intrinsèque, si on réfléchit vraiment sur le sujet en fait des étapes qu'on peut passer, on peut très bien se dire voilà, nous on ne veut pas aller justement à cette super Ferrari 5, mais à un niveau vélo peut-être 3 qui nous suffira très largement, surtout en fait comme on est en train de beaucoup parler de RSE et d'environnement en ce moment. Par contre, si on choisit de mettre en place des choses, que ces versions soient testées très régulièrement, que les procédures qui soient derrière soient testées régulièrement, et qu'elles nous amènent en fait une cible qui soit clairement définie et suffisante. Si on met à disposition un outil, justement avec les problèmes sécuritaires qu'on va laisser en fait dépérir dans un coin pendant 2, 3, 5 ans, en l'occurrence, déjà 1 an, c'est déjà obsolète par rapport des fois à certaines librairies, certaines failles qui sont déjà sorties. Sauf erreur de ma part, Microsoft devait sortir une version 10 qui en fait devait être formidable, devait être durée ad vitam aeternam. Windows 11 sort prochainement, c'est pas que pour le plaisir de sortir une nouvelle version. Voilà. Donc il y a des moteurs qui sont vérifiés. Si toutes ces entreprises-là le font, en l'occurrence, que ce soit Apple avec les versions iOS, etc., c'est vraiment qu'il y a un besoin constant de sécuriser. Donc si en fait, en revenant là-dedans, on livre pas forcément des applications et on reste en fait dans quelque chose qui est soi-disant fini dans un coin et non pas mort enterré, mais mort vivant quelque part, ça ne va pas forcément aller de pair avec des besoins en matière de sécurité.
Et on a vu certaines entreprises qui avaient des socles techniques validés, qui ont 1 an, 2 ans de retard sur le marché. Et Tout donc à fait. derrière, avoir quelque chose qui soit… quelle est la valeur? Est-ce qu'il faut quelque chose qui soit complètement validé ou est-ce qu'il faut justement que je puisse profiter des différents patchs correctifs? Exact. Assurer une coopération permanente entre le client et l'équipe projet. Si vous ne le faites pas, vous avez une équipe de poulets sans tête qui court dans tous les sens. Encore une fois, une phrase que j'aime beaucoup, c'est ensemble, on va plus vite, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ensemble, c'est avec le client. Donc, si on arrive à embarquer le client sur quelles sont nos problématiques et qu'est-ce qui peut lui apporter le plus de valeur le plus rapidement possible, et c'est le but de l'agilité, là, on obtient quelque chose qui va aller très loin ensemble. Tout à fait. Et dans cette logique en fait de gouvernance, en revenant, c'est la notion en fait justement que de bout en bout, en fait, du début jusqu'à la fin, on doit justement suivre le projet en fait. Alors la sécurité, parce que c'est un peu une des thématiques croisées qu'on a aujourd'hui, il rentre en compte. Il y en a d'autres aussi à prendre en charge. Mais c'est vraiment en continuant d'investir dans la mesure du possible tout le monde. Si à un moment donné, on oublie certaines choses, je vous donne une image très concrète d'une expérience passée. La sécurité avait été en fait proposée pour un projet assez ambitieux avec derrière tout était d'analyse forensique qui était assez pointu sur certains sujets. Migration d'un OS à on va dire une grosse volumétrie. Et la sécurité n'a plus été contactée, par exemple, pendant 6-7 mois. Quand est arrivé justement les tests finaux, passage en production en fait des gros lots pilotes, ceci a été refusé par la sécurité parce qu'ils ont dit bah oui, ok, vous êtes venu, on nous a fait les préconisations, mais à aucun moment donné il y a eu une vérification. Donc, si on oublie en fait de faire des tests, en l'occurrence, que ce soit de qualité, calorimétrie, etc., de reset, des tests de performance, ben, à un moment donné, passer en production peut être des fois un petit peu compliqué. Donc, la coopération, en effet, doit être permanente et suivie. Et souvent, ça, c'est pas forcément que de l'agilité, c'est des fois aussi du bon sens, chose qu'on est obligé d'utiliser. Mais c'est que les gens, en fait, soient présents de bout en bout. Et si on commence à les solliciter au début, au moins qu'ils soient tenus informés jusqu'à la fin. Et on continue un petit peu sur construire vos projets autour des individus motivés. C'est super important. Vous avez un ratio de 1 à 7 en termes de productivité entre une personne qui est là parce qu'il faut qu'il soit là et qui fait juste ses horaires, on va dire qu'il est à 1, et quelqu'un qui va être engagé dans l'entreprise, engagé dans le succès du projet, ainsi de suite. Il va être 7 fois plus productif parce qu'il est motivé, parce qu'il est engagé. Et vous avez la même chose sur la sécurité. Si vous avez juste mis un joli document que vous mettez à jour tous les ans et que vous renvoyez à tout le monde, est-ce que vous aurez vraiment des gens qui seront engagés dans cette sécurité-là? Pas gagné. Mmh. Et tout à fait. Et après, c'est un peu ce que tu dis tout à l'heure sur la notion en fait, d'investissement enfin, des gens au plus haut sommet de l'entreprise. Transformation agile sans support en fait, d'une direction générale ou d'un comité exécutif, ça ne marche pas. Si en fait on n'a pas un minimum de culture en fait de sécurité, ça sert à rien. Un de mes anciens formateurs en fait, qui était justement un des gars avec qui j'avais bossé sur une certif, je crois que c'était ISO 27001 de mémoire, m'avait dit en fait je fais en général des formations parce qu'on me demande de former les gens et je regarde en fait les personnes qui sont présentes. Si en fait à minima il n'y a pas un DSI ou un directeur général sur place, clairement en fait la formation ne sert à rien. Alors, ça ne veut pas dire que moi-même, étant à l'époque consultant, en fait, j'avais pris un peu ça sur mon ego, ça m'avait un peu touché dans ma fierté. Il m'a dit non, non, il m'a dit tu vas lancer une très bonne dynamique. Sauf que malheureusement, on reste dans des organisations qui ne sont pas sur du bottom-up, pardon, mais plutôt du top-down. Donc, c'est plutôt une direction qui va amener les gens à faire des choses plutôt que des gens qui auront même des fois des bonnes idées qui vont pouvoir les faire remonter. Donc, si en fait, on n'est pas dans un échange constant entre des individus motivés qui peuvent amener des trucs, qui sont formés, et un dirigeant qui les écoute et qui a une culture pour les amener vers quelque chose, agile comme la sécurité, ça ne marchera pas. Si on a des gens très motivés en sécurité ou en agilité qui vont à un moment donné se poser sur une technique mais qui ne veut pas la suivre, ça ne marchera pas. Inversement, si la direction ne comprend pas, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut vraiment construire ça autour d'individus motivés. Et les individus motivés, c'est sur tous les niveaux de la hiérarchie, justement. Et donc, je rebondis sur ce niveau d'engagement de la direction. Il ne faut pas que ce soit juste des mots, parce que des mots, on en dit tout le temps. Derrière, quand vous partez sur un engagement, sur un projet, sur un changement d'organisation, si vous n'avez pas la direction qui est derrière, comme l'a dit Yanis, ça se voit en formation. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, si vous n'avez que du middle management, mais personne du top management qui vient au kick-off ou qui vient dans ce truc-là, vous savez que vous allez au crash. Ça ne sert à rien d'investir du temps dessus.
Privilégier les conversations face à face. Bon, vous tombez bien, vous n'êtes pas face à nous, mais on s'est débrouillé avec Yanis pour être presque face à face. Oui, s'engueuler, ça peut être productif parce que régler les choses, se dire les choses. Lencioni a toute une pyramide là-dessus qui est très intéressante sur comment est-ce qu'on va être capable de se dire qu'on a des problèmes de chaussettes sales, comment est-ce qu'on va être capable de se dire qu'on a des cailloux dans les chaussures et que si on ne les règle pas, ben, je vais le prendre sur moi, je vais aller de plus en plus mal et derrière, le projet va aller de plus en plus mal parce que j'aurai plus envie de m'y investir. Tout à fait. Alors après, pour les projets, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce qu'après, il y a une grosse difficulté entre la sphère individuelle et collective. Revenons sur la sécurité, c'est un peu ce qu'on disait en préambule sur la notion de valeur. En fait, si on n'intègre pas l'individu à un niveau, qu'on n'aille pas vers lui, en le prenant par la main, à un moment donné, ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'on va faire tourner un test de phishing grandeur nature. Alors certes, tu as une prise de conscience. Combien de temps est-ce qu'elle va être maintenue? Combien de temps, au bout de combien de temps elle va être oubliée? Ça peut aller très vite. Si par contre, on a l'occasion de pouvoir justement mettre en place ce qu'il faut de façon collective comme individuelle, dont une réponse peut être le coaching, par exemple, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale. Et cette prise de conscience, si en fait au sein des projets c'est nécessaire, il m'arrive par exemple souvent quand des gens sont un petit peu, je dirais, perdus dans des projets qui peuvent des fois un peu lourds à suivre ou à gérer en l'occurrence, de les prendre individuellement de côté en disant ok, enfin voilà, réexpliquons le truc, remettons le contexte, voilà où nous en sommes et quelles sont toi les problématiques que tu rencontres. Si on ne le fait pas, surtout sur des projets qui vont dépasser, je ne sais pas, on va dire les 200, 300 jours hommes par exemple, avec des équipes qui seront peut-être pluridisciplinaires et avec des emplacements géographiques différents, ce sera foutu. Donc en fait, aujourd'hui, de la même manière, une sécurité passera par des relais, des gens qui seront peut-être des gens de présence, de proximité, qu'il faudra justement mettre en place. Et beaucoup d'entreprises qui se disent de manière très light, c'est bon, on a mis un RSSI en fait dans son bureau, si vous avez besoin de voir, vous lui envoyez un message, sauf que ce gars est à 500 km chez vous, voire à 10 000 km de chez vous, ce sera compliqué justement d'être dans ces relations. D'où le fait souvent, quand on conseille de mettre en place une démarche sécurité évoluée avec un SMSI et un pôle de gouvernance, c'est d'avoir des référents ou géographiques ou fonctionnels, en l'occurrence, pourquoi pas avoir une émanation du RSSI commercial, mais RSSI RH qui soit là justement pour pouvoir répondre à des besoins plus locaux dans le besoin. Comme un référent clinique, par exemple, maintenant au niveau de la RGPD avec des IPO qui peuvent être justement rattachés à des domaines de l'entreprise et pas forcément à un seuil géographique. On va accélérer un petit peu, Bon, on est bientôt à la fin. mesurer l'avancement du projet en termes de fonctionnalité, donc livrer fréquemment, Oui. pour éviter justement de se dire qu'au tout dernier moment, juste 15 jours avant de livrer, on va rappeler le petit gars de la sécurité pour lui dire est-ce que notre logiciel, est-ce que notre produit il va être fonctionnel? Non, c'est à tous les moments qu'on va se poser des questions, qu'on va faire des tests, qu'on va embarquer cette préoccupation de la sécurité sur chacune de nos livraisons et pas juste la dernière. Bien sûr. Bien sûr. Et le faire constamment, mais après, ça reviendra partout. C'est toujours pareil. On en revient sur ce fameux effet tunnel dont on parlait tout à l'heure. Si à un moment donné, on met en place des outils techniques, pour l'avoir vu en fait dans 2-3 expériences assez marquantes, et qu'à la fin on dit c'est bon, c'est livré, ok, très bien, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait les tests de perf, parfait, on a fait ça, ok, ça reste quand même un projet sécurité. Oui, oui, ok. Est-ce qu'on a fait à un moment donné des tests de pénétration justement pour voir s'il se passait quelque chose? Pardon? Oui, est-ce qu'on a fait des pen tests? Est-ce qu'on a vérifié, voir si le truc était sécurisé? Ah bah non, c'est pas utile vu qu'on a fait des tests en amont et qu'on a utilisé des solutions, gna gna gna. Et il s'avère que 6 mois plus tard, on fait un test global au niveau de l'entreprise et on s'aperçoit que là où on pensait être au juste, si on n'a pas fait justement ces tests au fur et à mesure, on avait peut-être déployé en fait des packages Java qui étaient pourris ou des librairies qui étaient dépassées et qui deviennent eux-mêmes en fait des failles de sécurité, voire peut-être laisser sans s'en rendre compte un mot de passe générique quelque part. Donc ça, en fait, ce sont des choses qu'il faut contrôler en amont de projet. C'est là où on en reviendra en fait sur la notion de DevSecOps. Et si on construit intelligemment ces pipelines en CI/CD, on peut justement éviter lors du déploiement, enfin, déploiement, c'est déjà trop tard, mais en tout cas, ciblons qu'au moment du déploiement, tous les pré-tests aient été faits si justement on a suivi justement cette démarche de livraison régulière en fait de patch au fur et à mesure, que les features étaient proprement définies et testées au fur et à mesure, d'arriver avec justement un risque qui sera fortement amoindri. Avancer ensemble à un rythme soutenable et constant, une des valeurs de l'agilité, c'est de rappeler que même si on travaille sur des sprints, un projet, c'est un marathon. Donc, il faut garder les personnes et pas les épuiser pour qu'elles se barrent. Et donc, ça veut dire avoir ce souci constant sur les individus comme on l'avait au tout début. Et c'est se dire, il faut les embarquer dès le début. Tout à fait. Avec 2 cibles, et ça, j'irai très vite parce que là, on enfonce vraiment une porte ouverte.
avoir une idée sur le démarrage, d'où on va et où est-ce qu'on veut aller. Si à un moment donné, on n'a pas de cible et qu'on fait courir les gens, ils vont s'épuiser beaucoup plus vite que si en plus, en fait, on a choisi en fait une cible. Et ça, en fait, ça marche très bien. Mieux vaut à un moment donné se dire, les gars, on a 5 ans pour escalader l'Everest, plutôt que se dire, les gars, on va escalader. Oui, quoi, où, quand, comment, on ne sait pas. Les gens ont besoin de marcher avec un objectif défini. Ça, c'est une notion. Et si à un moment donné, ce n'est pas fait, ça ne fonctionnera pas. Et c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les dernières générations. S'il Mmh, n'y a pas de sens au boulot, ils ne sont pas engagés et tout à derrière, fait. tu ne les fais pas courir. Mmh, Courir pourquoi? Courir en rond n'a aucun intérêt. tout à fait. Porter une attention continue à l'excellence technique, Mmh, c'est-à-dire rester dans cette boucle d'amélioration continue, c'est super important de vérifier ce qu'on a appris pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. tout à fait. Avec ces notions, toujours pareil, en fait, d'en revenir sur la sécurité, de prévenir, bloquer, limiter, tout ça, ça passe par, enfin, justement, ce cycle PDC1 qui est très connu, on ne va pas le refaire, mais qui nous dit que voilà, régulièrement, en fait, il faut revoir ce qu'on a, aller vraiment chercher dans le détail et de se dire que si on reste en surface par rapport à certaines choses, ça ne marchera pas en l'occurrence. Donc voilà, aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir travailler surtout comme on a aujourd'hui avec des tests automatisés, c'est un gain de temps énorme et surtout, c'est beaucoup moins fatigant et des fois beaucoup plus pertinent même que ce qu'on peut faire. Faire des choses simples, ça ne sert à rien. On revient sur cet énorme pavé que vous avez quelque part dans votre organisation qui fait 300, qui fait 500 pages, que personne ne lit, que personne ne relit tous les ans et que derrière, il est juste là pour ou bien caler une porte ou pour vous rassurer, voire les deux. Tout à fait. Donc un très bon exemple qui peut vous servir, typiquement sur les notions de notice, quand vous avez un DRH qui râle parce que les gens n'ont pas forcément pris en compte le temps de lire une charte d'utilisateur, une PSSI, parce que c'est un très bon exemple, bah, posez simplement lui la question, à savoir, et toi, est-ce que tu l'as lu? La personne nous dira, ah non, c'est trop long, j'ai pas eu le temps. Donc là, on peut se dire qu'il y a déjà peut-être quelque chose qui n'est pas forcément été fait et structuré correctement à l'instant T. Donc en effet, plus on va chercher une voie directe pour certaines choses, plus on arrivera à avoir des réponses qui sont probantes ou intéressantes. Responsabiliser les équipes, euh, ça n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire quoi faire. Combien D'accord. d'organisations ont vraiment pris ça en compte? Pour rappel, c'est quand même le maçon qui sait dire combien de temps il lui faudra. C'est pas l'architecte. Même si l'architecte a une idée, c'est le maçon qui te dira que avec ce type de pierre, sur ce type de sol, pour ce type de mur, il va me falloir tant de temps. Tout à fait. Et ça, en l'occurrence, c'est aussi pour ça que j'ai cité ça. Tout ce qui est en fait au niveau des traitements des risques déployés, etc., c'est pas à nous de définir ces risques, c'est à des experts de le faire, à des gens qui connaissent leur domaine. Après, je connais pas cet homme sur la photo, donc je pourrais pas forcément te dire qui, qui, Steve Jobs. mais je sais bien. C'est juste que voilà. Enfin, bref, c'était pour la blagounette. Mais bon, voilà, tout ça pour dire voilà que c'est en effet quelque chose qui est central aujourd'hui. La responsabilisation est centrale. Et en revenant sur ce qu'on disait, si on ne forme pas les gens, si on ne leur donne pas les moyens de devenir autonomes, ils ne le seront jamais. Ce qui est- Sachant qu'il faut les accompagner sur la voie de l'autonomie. Quand vous avez formé vos équipes pendant des années à ce qu'elles fassent ce que vous leur avez dit de faire, que tout d'un coup leur dit maintenant il faut que tu réfléchisses, ils ne sauront pas faire. Il va falloir les accompagner là-dessus. Vous allez retrouver des comportements où maintenant tu me dis ce que je dois faire, sinon je vais me tromper. C'est ça. Bon, il faut les accompagner là-dedans. Et donc, justement, on est vraiment sur de l'accompagnement pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour que les gens soient plus efficaces, les processus soient plus efficaces, les outils soient meilleurs. Tout à fait. Voilà, de toute façon, j'ai rien à rajouter. Enfin, c'est plus visible que ça. Tu peux pas de toutes les manières. Mais oui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on pourra toujours faire des tests pour voir les choses. Et c'est un petit peu ton exemple en fait de courbe là qui monte en fait. Mais c'est vraiment le fait de se dire à un moment donné, quand on va commencer à bosser, ben, en fait, on fait ne serait-ce qu'un exemple tout simple. Ben, justement, lors d'une review en fait de développement sur une phase agile pour une démo ou une rétro en fait qu'on va faire en cours, bah, de temps en temps sur les projets, même des projets ambitieux, faire un Rex. Aujourd'hui, je suis étonné de voir encore qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui ne sont pas capables de faire une sorte de retour d'expérience de ce qu'ils ont pu faire sur un projet, alors que justement, c'est la meilleure façon de chercher à améliorer ça, en fait. Donc voilà. Donc moi, je l'impose dans les boîtes dans lesquelles je passe, ce qui m'amène des fois à avoir des entreprises qui me disent, écoute, c'est très bien, tu rallonges nos procédures, donc en fait, voilà, on arrêtera de mettre ça en place. Pour autant, c'est pour moi un élément central. Oui, si tu ne sais pas, si tu n'es pas capable de maîtriser ce qui s'est déjà passé, tu vas Mmh, être condamné à le revivre. tout à fait. Eh bien, on arrive sur nos conclusions. Voilà. Donc, est-ce que le manifeste est toujours d'actualité? Bah, moi, j'ai envie de dire oui, et puis en plus, ça m'a semblé très judicieux de le relire sur l'article. En fait, oui, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut avoir une tendance en fait à galvauder, biaiser en fait des textes parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont faites.
finalement, en fait, le manifeste est hyper lisible, très simple en fait d'accès et répond à des questions qui sont plutôt de l'ordre du bon sens paysan. Même si l'exemple est mal sorti, en fait, c'est ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, on peut souhaiter plein de corps de métier qui vont utiliser ces choses d'analyse. Partir, en fait, à un moment donné, traverser en fait l'Atlantique, si on n'a pas fait le plein de fuel, si on n'a pas de la bouffe suffisante, à l'époque, en fait, des galions, on ne va pas se retourner au bout d'un mois en se disant, bah mince, on avait compté un mois de bouffe, je pense que ça irait. Donc c'est là en fait où il y a justement cette volonté d'analyser, d'être dans la construction, de discuter avec les gens qui sont là. Et donc dans ce sens, oui. Chose que j'ai trouvé intéressante dans l'article, c'est l'espèce de conclusion derrière. Tant qu'on ne peut pas nommer quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi faire en fait. Donc nommer agile, parlons d'agilité. Et c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant dans l'approche. En fait, les gens faisaient déjà de l'agilité avant qu'on parle d'agilité. Donc en fait, on peut très bien, en allant plus loin, dire qu'on peut mettre en place de l'agilité dans la sécurité de façon très simple. C'est devenu une sorte de pratique, en fait, une sorte d'habitude justement d'analyse, d'échange, en fait, et de choses bienveillantes, qui, à mon avis, était déjà le cas pour l'exemple que tu m'as donné hier, tu sais, Jean-Yves, quand on en parlait. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ces règles-là, qui sont devenues une sorte pas de norme, parce que c'est pas forcément une norme, mais en tout cas un moyen en fait de fonctionnement de l'entreprise, devient quelque chose qui prend sens parce que justement on a nommé ça en l'occurrence comme une science qui arriverait en fait par rapport à des choses qu'on verrait tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, l'exploitation de cette norme, au sens un peu noble du terme, n'a pas été peut-être totalement comprise, peut-être par justement trahison. Et trahison, ce que j'entends, en fait, vous savez, dit traduire déjà, traduire et trahir. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait que dans l'aspect, en tout cas francophone, on a des fois des mots rapides qui sont faits en disant, bah voilà, l'agilité, c'est agile, ça va vite. Non, ça va pas vite, c'est beaucoup plus contraignant pour l'entreprise, mais ça mène derrière, en fait, de meilleurs résultats parce qu'on a justement passé un temps de construction. Ah bah oui, mais du coup, machin, on va nommer un Scrum Master, un Product Owner, ça va nous coûter du pognon. Bah oui, potentiellement, ça coûtera plus cher. Et là, une fois de plus, en fait, on a un modèle qui a été un peu biaisé sur certains aspects, et les entreprises qui l'ont comprise, heureusement, il y en a quand même beaucoup, ont réellement amélioré en fait leur réponse en time to market, etc. Et donc ça, c'est forcément positif, parce qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises, d'ailleurs les plus hautes classées aujourd'hui au niveau des productions, je dirais, PIB par habitant, etc., enfin au niveau vraiment économique, sont les GAFAM qui travaillent aujourd'hui essentiellement sur ces méthodes. Et pour parler DevOps, en fait, ou parler SRE, pour les gens qui se sentent concernés par ces démarches, c'est Google aujourd'hui qui reste quand même fer de lance par rapport à ça et qui est justement l'entreprise qui tire un peu le reste du monde par rapport à ces modèles un petit peu de réflexifs. Donc pour la conclusion du slide suivant, aujourd'hui, en fait, je pense que dans cette logique, si ça te parle ou pas, peu importe, voilà, il y a encore en fait aujourd'hui une actualité au niveau de l'agilité, d'une part, et d'autre part, en fait, justement, si on commence aujourd'hui à parler de plus en plus de security by design, par exemple, et la sécurité tout court, au niveau du process justement itératif, en fait, lié à ces notions de sprint, ça a totalement sa place et ce sont deux choses qui peuvent être finalement très complémentaires. DevSecOps, parce que moi aujourd'hui je travaille beaucoup sur des projets de ce type d'entreprise qui s'y essayent. Alors certaines n'y arrivent pas pour des raisons plutôt organisationnelles d'ailleurs, pour clôturer, mais ça devient vraiment en fait un vecteur d'amélioration continue de ces principes qu'on vient de nommer à l'instant, en ce sens que tout cette espèce de toil, terme anglophone qui parle un peu de labeur, pas forcément intéressant, pas passionnant, est éludé et on peut revenir justement à des notions de travail de collaboration entre humains. Et ça, voilà, pour moi, c'est une sorte de grosse plus-value au niveau de l'actualité dans la sécurité par rapport à justement ces principes agiles. On vous donne rapidement quelques conseils de lecture. CyberEdu. Voilà, donc certains textes ici sont pris sur CyberEdu, qui est en fait une démarche de l'ANSSI et on va dire de différentes universités françaises, en fait, ce qui devient un support très intéressant pour au moins mettre un pied en fait dans la cybersécurité sans en être forcément expert. Le guide de l'ANSSI. Toujours l'ANSSI, en fait, agilité sécurité. Donc ça, c'est des pratiques de projet, en fait, et méthodes d'outils qui expliquent justement comment instaurer justement de l'agilité dans la sécurité numérique. On a fait le parti pris d'être vraiment sur quelque chose de très macro aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas forcément noyer le poisson avec des choses techniques parce que ça peut être un petit peu lourd à absorber. Mais une fois de plus, comme on disait, si vous voulez aller plus loin sur ces débats, en fait, on peut soit vous proposer des groupes Google ou simplement échanger avec vous post-conférence. Auprès d'une bière, mais ça va être compliqué. Et puis... C'est faisable, tout est faisable. Guide d'hygiène informatique, donc ça, c'est des choses que j'ai voulu partager pour des gens qui sont plutôt dans des entreprises de taille intermédiaire. C'est une démarche qui est assez légère, qui montre en fait les 40 grosso modo items, 40-44, je ne sais plus le chiffre exact, mais qui liste justement une démarche pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de tendre vers la tirée lourde que serait une ISO 27001. Donc voilà, ça me semblait intéressant à survoler. C'est quelque chose qui se lit assez facilement et qui permet très rapidement, en 42 mesures d'ailleurs, je suis bête, c'est écrit dessus,
d'arriver à justement homogénéiser et rendre plus pratique en fait ceci. Et le dernier? Bon, lui qui est carrément beaucoup plus lourd. Donc, c'est vraiment si vous voulez aller loin en fait dans l'audit en fait de votre sécurité. Donc, c'est en fait des associations qui sont regroupées à FAISACA, qui sont les porteurs en fait des certifications COBIT, CISEM, CI Gate, etc. CISA aussi. Et c'est vraiment en fait la structure en fait aujourd'hui qui va mettre en place tout l'aspect vraiment de gouvernance du SI au sens international. Donc, modèle plutôt anglo-saxon, pour pas dire américain. Dont l'émanation est justement l'ISACA, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui en France. Dans la FAI, pardon, c'est l'association française. Donc c'est la FAI qui fait ça, ISACA, l'informat international, SIGREF que vous connaissez, qui est le regroupement en fait des plus grosses DSI françaises. Et par contre, l'IFACI, très bonne question. En fait, j'ai manque de curiosité, je ne suis pas allé chercher cet acronyme. Je chercherai, je le dirai pour une prochaine conférence. Voilà. Il ne reste plus qu'à conclure en vous donnant nos coordonnées. Vous pouvez nous retrouver, nous poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vu que vous n'avez pas posé de questions aujourd'hui. Il y en a peut-être une en main levée, je ne sais pas, pour qu'on boucle sur les 5 dernières minutes. Les 3 dernières minutes. Nicolas, tu as vu passer des questions? Non, j'ai l'impression que pas vu passer de questions. Ou c'est que c'était très clair, ou que les gens en fait ont fini leur digestion, ou commencé leur digestion. C'est vrai que le créneau horaire fait que ça peut-être creuser les appétits et qu'ils auront des questions à vous poser plus tard, à savoir que je remettrai le lien, on recommuniquera là-dessus sur les réseaux sociaux. On a un Discord sur lequel les orateurs et les participants peuvent dialoguer pour poursuivre effectivement les sujets. Et si jamais ils ont des questions, ils ont encore une chance d'aller au-delà. De nous payer une bière. Ou pas, et on verra. Donc en tout cas, je vois passer les messages. Riti, Dorothée, merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, en espérant que ça vous a apporté quand même des éléments, ou de réponses ou de questions peut-être. Mais je répète, en fait, voilà, pour les gens qui ont un petit peu de temps à perdre, je ne sais pas si c'est du temps perdu, mais allez lire l'article sur le manifeste agile dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouve que ça remet, voilà, on n'est plus dans l'aspect justement pragmatique de on va mettre en place l'agilité, mais plus sur la réflexion philosophique de finalement, ce que tu dis tout à l'heure, Jean-Yves, finalement, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est censé apporter, pourquoi est-ce qu'on va implémenter ça sur place, et in fine, en fait, voilà, si on en a un besoin, construisons le besoin et investissons-nous dedans. Alors que souvent, en fait, on va avoir des gens qui vont entendre parler d'un nouveau moyen d'organisation, qui vont vouloir y aller, et quelques temps plus tard, on s'apercevra qu'il n'y aura pas de suivi, parce qu'il n'y aura pas eu vraiment d'appréhension de pourquoi le faire finalement. Donc voilà, reposons-nous la question à savoir pourquoi voulons-nous de l'agilité et donnons-nous les ambitions, les moyens de nos ambitions quelque part. Tu viens complètement de paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Simon Sinek, qui dit « Start with why ». Tant qu'on n'a pas le why, ça ne sert à rien d'aller chercher des solutions. Et c'est un gros travers qu'on a trop souvent, c'est d'aller chercher une solution sans avoir travaillé le quoi et le pourquoi. Et forcément, à la fin, ça marche moyen, voire pas du tout. Très logique. Merci pour, en finissant sur cette phrase. Merci Jean-Yves, merci encore Yanis. Au plaisir. Merci Nicolas. Et puis à bientôt peut-être. À 18h. Déjà aujourd'hui à 18h et puis à bientôt autour d'autres occasions. Merci à tous les deux. Au revoir. Ciao, ciao.